Bonjour à tous. Vous savez ce qu'est un martinet? Je parle de l'oiseau. Donc c'est un petit oiseau qui vient tous les printemps. Donc il ne devrait pas trop tarder à arriver vu les températures très douces qu'on a. Et le martinet, il est capable de voler à une très grande vitesse. À votre avis, à quelle vitesse il est capable de voler? Est-ce qu'il y a des gens qui ont une idée? J'ai entendu là du 20 km/h, 50 km/h, 200 km/h. Et moi, j'aime bien dire qu'en plus, c'est de la motorisation hybride sucre et graisse, forcément, puisque c'est un oiseau. Et donc, le martinet, vous lèverez les yeux au prochain printemps. Souvent, on le confond avec l'hirondelle, mais non, il y en a à peu près partout. Autre espèce absolument remarquable, le bombix du mûrier. Le bombix du mûrier, c'est en gros là, le papillon dont la chenille fabrique la soie. Et donc ce papillon mâle, il est capable de détecter des phéromones femelles à une très grande distance. À votre avis, à quelle distance il est capable de détecter une phéromone femelle? 10 km. Donc imaginez des molécules qui sont diluées dans une sphère qui fait 10 km de rayon. Eh bien, un bombix, il est capable de le détecter, et ce grâce à son nez. Et son nez, il est sur ses antennes, hein, donc grâce à ses antennes. Et ces antennes sont couvertes en fait de nanostructures qui sont capables de faire des détections à très faible seuil, donc de dilution. Et aujourd'hui, on essaie de reproduire ça, notamment à l'Institut Saint-Louis, pour pouvoir faire de la détection de substances dangereuses pour l'environnement. Dans le même ordre d'idée, autre capteur, vous avez un petit coléoptère qu'on appelle le scarabée du feu, qui est capable, lui, de détecter des incendies. Voilà, c'est un peu un sujet un peu majeur. Détecter des incendies à 100 km à la ronde, grâce à des détecteurs infrarouges qu'il a. Voilà. Autre propriété de dingue, le ver arénicole. Alors le ver arénicole, c'est, vous savez, quand vous vous baladez sur les plages, notamment les plages bretonnes, vous avez des espèces de petits tortillons de sable que vous voyez à la surface du sable. Eh bien, ces tortillons de sable, ils sont fabriqués par ce qu'on appelle le lombric des mers, qui est un petit ver qu'on appelle donc le ver arénicole, qui nettoie le sable. Et en fait, Frank Zahl, qui est un biologiste océanologue et qui a observé pendant des décennies les grands fonds marins, donc c'est un des premiers à être descendu à plusieurs kilomètres sous l'eau, et bien il a consacré les 10 dernières années à travailler sur ce ver marin qui est finalement sous le sable à proximité immédiate de son observation. Et ce ver marin, il est capable de séquestrer 40 fois dans son hémoglobine, parce qu'il est doté d'une hémoglobine, 40 fois plus d'oxygène que l'hémoglobine humaine. Et c'est une hémoglobine qui est universelle et compatible avec l'homme. Et donc ça vient révolutionner notamment la conservation des greffons. Et donc aujourd'hui, grâce à cette technologie, on peut notamment conserver longtemps des reins. On peut même faire la conservation de peau du visage. Et il y a eu des greffes du visage réalisées grâce à cette découverte qu'a fait Frank Zahl en observant la façon dont le vivant fonctionnait et en essayant de transposer ça à nos propres problématiques. Et le fait d'aller comme ça observer le vivant pour pouvoir trouver des solutions à nos problématiques humaines, on appelle ça le biomimétisme, et c'est ce à quoi moi je consacre ma vie depuis une bonne quinzaine d'années. Et donc là, je viens de vous présenter quelques espèces, une petite poignée d'espèces. Il y en a plein d'autres. On estime qu'il y a au moins 10 millions d'autres espèces, voire 100 millions d'autres espèces qu'on a étiquetées, identifiées 2 millions d'entre elles, même pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a écrit, voilà, juste toi, tu es une espèce différente que celle que j'ai identifiée précédemment. Mais la plupart des espèces sont des espèces qui restent encore à décrire. Donc en termes de biomimétisme, en termes de bio-inspiration, en termes de solutions qu'on peut aller extraire de la biodiversité, on n'en est qu'au balbutiement. Et pourtant, ça progresse très vite et on va y revenir. Mais au-delà de ces quelques exemples un peu techniques, un peu sexy d'un point de vue de la technique et de la technologie, ce qui est important de retenir dans le biomimétisme et dans ce que peut nous apporter le vivant, c'est le cahier des charges du vivant. Parce que si vous regardez la façon dont n'importe quel système biologique, depuis la cellule jusqu'aux écosystèmes naturels, est en capacité de gérer l'énergie, de gérer la matière, de gérer la façon de faire de la chimie, de gérer l'eau, de gérer l'information, eh bien, si vous regardez un peu ce cahier des charges-là, ce modus operandi du vivant, eh bien, c'est exactement les grandes orientations de la transition écologique vers laquelle on est en train de s'orienter. Donc, par essai-erreur,
l'être humain, il est en train finalement de refaire le parcours de l'évolution en mode accéléré, et il aboutit aux mêmes conclusions que les conclusions de l'évolution. La vie sur Terre, c'est 4 milliards d'années. 4 milliards d'années, nous, l'espèce humaine, c'est 200 000 ans, l'ère industrielle, c'est 200 ans. Donc 4 milliards d'années de R&D pour arriver finalement à avoir une vie qui prospère, et ce, en adéquation avec les limites planétaires. Donc quand aujourd'hui on cherche une nouvelle trajectoire, une nouvelle référence de développement, eh bien le vivant, c'est un remarquable réservoir d'idées pour pouvoir envisager cette transition-là. Si on prend ces piliers un par un, dans le domaine de l'énergie, l'entrée primaire d'énergie dans toute la biomasse terrestre, c'est le solaire. Donc c'est sans surprise qu'on se tourne aussi vers le solaire. Et il y a aujourd'hui de très beaux progrès qui ont été menés pour faire ce qu'on appelle la photosynthèse artificielle, c'est-à-dire imiter la façon dont les plantes, les végétaux, les organismes photosynthétiques sont capables de transformer l'énergie lumineuse. Et on sait faire aujourd'hui, on développe de plus en plus de photosynthèse artificielle pour nous aussi bénéficier de ça. Stocker le CO2 pour en faire du carburant, donc typiquement ce qu'on veut faire par les biocarburants, c'est ce que fait le vivant, par nature. Décentraliser l'énergie, c'est également ce que fait le vivant. Dans des très belles entreprises françaises, très belles start-up françaises du biométisme appliqué à l'énergie, vous avez l'entreprise Il Énergie, Il pour anguille en anglais, qui développe des membranes ondulantes pour faire finalement des hydroliennes capables d'aller capter l'énergie des courants marins. Et ça a plein de bénéfices, un bénéfice d'encombrement, bien moindre que les hydroliennes conventionnelles, un coût tout à fait équivalent et des rendements surtout qui sont bien meilleurs, notamment à faible débit, ce qui permet d'envisager de mettre ces hydroliennes-là à la fois en zone fluviale ou près des côtes, ce qui est impossible de faire avec des modèles plus conventionnels. Dans le domaine de la chimie et des matériaux, ce qui est intéressant dans le vivant, c'est que le vivant, il construit tout à base de briques élémentaires directement disponibles à proximité dans son environnement, dans l'air, dans l'eau, dans la croûte terrestre, et facilement disponibles dans son environnement. Donc là, on voit qu'il y a clairement un contraste avec la façon dont nous, on élabore des matériaux. On est vraiment dans une ère de homo faber, on est l'homme qui fabrique, et on ne fabrique pas du tout dans les mêmes conditions que la façon dont le vivant fabrique. Et donc le vivant, il fabrique avec des briques élémentaires. On dit qu'il fabrique à partir des chomps, carbone, hydrogène, oxygène, azote, phosphore, soufre. C'est les principaux atomes que le vivant utilise, là où nous, évidemment, on va piocher dans l'ensemble du tableau de Mendeleïev, ce qui pose plusieurs questions à la fois de capacité d'extraction, de stock, et également de capacité des écosystèmes de métaboliser tout ça, puisque ça ne rentre pas dans la palette qu'utilise finalement le vivant pour pouvoir constituer sa matière et ses matériaux. Il fabrique tout ça, il fait toute cette chimie-là à température et pression modérée. Évidemment, je ne vous rappelle pas dans quelles conditions nous on fabrique en général. On fait monter à haute pression, à haute température. Donc on fait du heat, beat and treat. Là où le vivant, lui, il est en soft. Il est clairement en soft production de tous les matériaux qui le constituent. Et donc il y a des merveilleux aboutissements aujourd'hui qui sont réalisés en chimie bio-inspirée. Donc par exemple, aujourd'hui, il y a des chercheurs, et c'est transposé maintenant dans l'industrie, qui savent fabriquer du verre à température et pression modérée, comme le font plein d'organismes marins. Par exemple, des éponges dont le squelette est fabriqué en silice, des diatomées, donc ce sont des algues unicellulaires qui, elles aussi, fabriquent des petites coquilles en verre autour d'elles. Elles fabriquent ça grâce à tout ce qui est dissous dans l'environnement, dans la température de l'océan, à pression et température de l'environnement directement. Et donc, on sait faire du verre fabriqué dans ces procédés-là, et ça a déjà commencé à être intégré dans le monde industriel. D'autres applications dans le monde de la chimie, dans d'autres secteurs d'activité, par exemple le secteur de l'agriculture. On sait aujourd'hui qu'on a un problème lié à nos modes de production agricole et lié, du coup, à la lutte contre les ravageurs. C'est un espèce de cercle vicieux. Plus on a des cultures à perte de vue avec une seule espèce, plus des ravageurs ont la capacité de se développer. Donc, on peut repenser, évidemment, les modes de culture. Et en attendant, il y a des gens qui réfléchissent à des alternatives pour lutter contre ces ravageurs-là, notamment en imitant la façon dont les ravageurs communiquent entre eux. Notamment par les phéromones, comme le bombix que j'évoquais tout à l'heure. Donc le vivant et les ravageurs, un certain nombre de ravageurs communiquent par des phéromones. Et l'entreprise qui s'appelle M2I Life Science, qui est une très grosse entreprise dans le domaine du biométisme en France, elle développe des phéromones artificiels qui permettent de venir lutter contre la prolifération de ces ravageurs-là. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que la phéromone, elle est très spécifique à une espèce donnée. Donc ce qui fait que quand vous l'épandez, vous ne venez pas interférer avec la biologie d'autres espèces qui pourraient être extrêmement utiles, au contraire, à la pérennité des écosystèmes. Un autre
Très bel exemple de chimie bio-inspirée. Et là, je rends hommage à Claude Grison. Claude Grison, qui est médaillé du CNRS, qui vient de recevoir il y a quelques mois le prix de l'inventeur européen. Et donc, c'est une femme française de la recherche fondamentale et du biomimétisme et qui a développé une méthode permettant de dépolluer, non seulement de dépolluer les sols grâce à des végétaux, ça on savait déjà, on connaissait déjà les végétaux capables de venir dépolluer les sols, notamment riches en métaux lourds, mais en plus, elle est capable de venir récupérer les molécules chimiques qui incorporent ces métaux lourds pour elles-mêmes les utiliser dans l'industrie chimique et rendre l'industrie chimique beaucoup plus vertueuse. Donc c'est doublement vertueux parce qu'on vient dépolluer les sols et rendre la chimie plus verte. Donc c'est l'entreprise BioInspire, en hommage à la bioinspiration qu'elle a créée et qui est en train de continuer à proliférer. Donc voilà, on a parlé de l'énergie, on a parlé de la chimie, de la matière. Si on parle par exemple maintenant de la question fondamentale de la gestion de l'information. Pareil, on suit le processus de l'évolution. Si le vivant il est capable de survivre et de proliférer, de vivre au quotidien, c'est parce qu'il est bourré de capteurs et de senseurs. Nous sommes tous bourrés de capteurs et de senseurs. Donc le vivant, il excelle dans la gestion de l'information. S'il ne gérait pas l'information de façon extrêmement efficace, les espèces, tout simplement, ne survivraient pas. Et il y a une étude qui a été menée il y a quelques années dans la revue Nature, une étude un peu théorique, qui disait si on devait stocker l'ensemble du savoir de l'humanité aujourd'hui, stocké sur des serveurs, sur de l'ADN, eh bien, tout ce savoir-là, il tiendrait dans l'équivalent d'1 kilo d'ADN, c'est-à-dire une brique de lait d'ADN. Une brique de lait d'ADN suffirait à stocker le savoir entier de l'humanité. C'est ce que fait le vivant. Voilà. C'est ce que sait faire le vivant en termes de capacité d'information. Et donc, c'est sans surprise que là, vous avez des gros projets en France et des startups en France, comme DNAscript, qui sont en train de développer l'encodage d'informations sur ADN. Parce qu'on va essayer de faire comme fait le vivant. Et puis, autre grand domaine d'application majeur, autre grand sujet, la gestion de l'eau. On l'a vu cet été, à n'en pas douter, on va avoir un sujet récurrent de rareté de l'eau et ou de gestion de la surabondance de l'eau en fonction des saisons sur les prochaines années, les prochaines décennies. L'eau étant le solvant universel à toute forme de vie sur Terre, évidemment, selon l'environnement dans lequel vous évoluez, si vous êtes une espèce qui vit dans le désert, si vous êtes une espèce qui vit en milieu polaire, si vous êtes une espèce qui vit en zone tropicale, en milieu salé ou en milieu doux, eh bien, le vivant, dans chacun de ces environnements-là, va évidemment s'être adapté pour pouvoir gérer l'eau de façon extrêmement efficace, puisqu'elle est absolument indispensable à sa survie. Et donc, il y a pléthore d'exemples pour pouvoir justement être en capacité de gérer l'eau dans les meilleures conditions possibles. Par exemple, aujourd'hui, il y a des très grandes entreprises françaises du domaine de la gestion de l'eau qui ont réussi à répliquer des zones humides, donc des zones humides artificielles, pour pouvoir venir finaliser le traitement et la dépollution des eaux en aval des stations d'épuration. Et ça a plein de co-bénéfices. Dépolluer, évidemment, c'est la fonction première, mais aussi restaurer des zones humides. Or, on a vraiment besoin de régénérer les écosystèmes, et notamment ces zones humides-là, et de recréer donc des réservoirs pour la faune et la flore. Donc, on vient concilier tout ça par une approche bio-inspirée des écosystèmes. Donc voilà, c'est ça le biomimétisme. Et pourquoi regarder le vivant, à mon sens, ce n'est que du bon sens. Voilà. Que du bon sens dans les questions et la perspective qu'on est en train de se fixer dans l'impasse dans laquelle on est. Donc c'est bien beau toutes ces idées, mais concrètement, on en est où au niveau international? Heureusement, ça a énormément progressé. Le biomimétisme a accompagné l'histoire de l'humanité depuis des siècles, quasiment depuis l'aube de l'humanité, en essayant d'imiter les techniques de chasse, des techniques de médication, etc. Donc ce biomimétisme, il nous a accompagnés tout le long. Et il a énormément progressé du point de vue scientifique et technique ces dernières décennies. Pourquoi ces dernières décennies? Parce que pour pouvoir imiter le vivant, encore faut-il comprendre comment il fonctionne. Or, ça ne fait que quelques décennies qu'on a des outils de microscopie, par exemple, pour les petites échelles, ou d'observation satellitaire pour les très grandes échelles, nous permettant de comprendre ce vivant-là pour la première fois avec ce niveau de finesse. On a encore beaucoup de choses à découvrir, beaucoup d'espèces à explorer, mais on a énormément progressé. Et donc, on a finalement cette coévolution entre le progrès scientifique et technique et l'observation du vivant qui nous permet aujourd'hui d'envisager de pouvoir faire du biomimétisme de façon beaucoup plus systématique. Donc plus 700% de publications scientifiques en 15 ans, une accélération identique dans le nombre de brevets déposés,
En termes de mobilisation internationale, c'est principalement la Chine et les États-Unis qui sont ses plus gros fournisseurs en termes de publications scientifiques dans le domaine, mais ça c'est, on va dire, au prorata de leur taille. Mais si vous faisiez le cumul de l'ensemble des pays européens, l'Europe, c'est près de 40% des publications mondiales sur le sujet. Donc l'Europe est clairement en lead sur cette question de la bioinspiration, avec 2 pays qui se sont mobilisés sur le sujet, principalement l'Allemagne et la Suisse. Où en est la France? Alors la France, elle n'a absolument rien à envier à ses voisins. J'ai envie de dire sur ce sujet-là, comme sur plein d'autres, on a toutes les compétences académiques. On a plus de 250 équipes de recherche qui travaillent dans le domaine. On a une valeur ajoutée remarquable qui est notre accès à la biodiversité. Pour pouvoir faire du biométis, ça paraît trivial, mais encore faut-il pouvoir avoir accès à la ressource biologique. Et la France, c'est 10% de la biodiversité mondiale, notamment grâce à ses outre-mer. Et en outre, on a également une institution remarquable, parmi les top 3 mondiaux en termes de collection scientifique, qui est le Muséum d'histoire naturelle. Le Muséum d'histoire naturelle, contrairement à l'idée couramment reçue, ce n'est pas juste un musée avec la Grande Galerie de l'Évolution, etc. Non, c'est d'abord une entité de recherche et une entité gestionnaire de collection de spécimens biologiques. Donc le Muséum d'histoire naturelle, il a 70 millions de spécimens qui n'attendent qu'à être explorés et développés. Et c'est ce qu'on fait au CBIOS. CBIOS que j'ai le plaisir et l'honneur de diriger depuis une bonne dizaine d'années maintenant. C'est de pouvoir finalement rendre ce biométis qui est aujourd'hui une accumulation et un catalogue de singularités, de bonnes idées, voilà, comme ça, qui vivent les unes à côté des autres en quelque chose qui est beaucoup plus systématique. Donc comment on fait pour que demain, les biologistes, les ingénieurs, les concepteurs au sens plus large du terme, travaillent ensemble? Comment on développe des formations pour que les gens soient en capacité de développer ça? Comment on crée le management de l'innovation pour être en capacité d'accélérer ce biométisme-là? Et comment on fait en sorte que des institutions comme le Muséum d'histoire naturelle révèlent les trésors qu'ils ont en leur sein? Donc c'est ça que nous on développe. Et puis peut-être, on se dit, bah, pourquoi ça ne va pas plus vite? Pourquoi ça ne va pas plus vite ce biométisme-là? Alors que ça, j'espère que vous êtes convaincus que c'est quand même un petit peu enthousiasmant comme sujet. Pourquoi ça ne va pas plus vite? Ça ne va pas plus vite parce que ça fait des décennies que les sciences fonctionnent en silo. Et que donc, d'un côté, vous avez les physiciens, les mathématiciens, les chimistes, et puis les biologistes, et puis les sciences humaines et sociales, les sciences économiques. Et puis ces gens-là, oui, des fois, ils travaillent aux interfaces, mais ils ont plus de mal. Et en particulier, les biologies, si vous réfléchissez à... Je sais pas, on verra tout à l'heure s'il y a beaucoup de biologistes dans la salle, mais la biologie, même quand vous faites un cursus scientifique aujourd'hui, vous arrêtez ça potentiellement très tôt dans le lycée, donc vous continuez même pas. Donc comment vous voulez avoir après la capacité et le réflexe de faire de la biologie? Donc on a cette grande difficulté de raisonnement en silo. Et puis il y a, je pense, une question un peu plus fondamentale liée à justement pourquoi ce biométisme il a autant d'inertie à se développer, à se déployer. Et je voudrais faire pour terminer un petit exercice. Je vais vous encourager à réfléchir à vous replonger dans l'enfance et à vous remémorer quels sont les souvenirs ou le souvenir le plus heureux que vous ayez. Je vous laisse quelques secondes. Voilà, réfléchissez à comme ça des fulgurances, sans trop vous creuser la tête. Voilà, qu'est-ce qui vous revient? Et je voudrais savoir que ceux pour lesquels la nature est présente dans ce souvenir lèvent la main. Vous avez une bonne moitié de personnes. Combien y a-t-il de biologistes, de gens qui ont une formation de biologie dans l'assistance? Voilà, vous avez par ces 2 sondages une bonne partie de la réponse à la question. C'est que l'humanité telle qu'elle est aujourd'hui, elle est complètement déconnectée du vivant. Et ce depuis l'enfance, parce que souvent aujourd'hui on a des enfants qui grandissent en milieu urbain. Et ensuite, forcément, parce qu'en plus il n'y a même plus de formation et qu'on est très en silo, eh bien on n'a plus la capacité et l'enthousiasme et l'émerveillement qu'on avait pu avoir à un moment donné quand on a pu travailler et se confronter à l'immersion que correspond la nature. Et donc il y a une portée vraiment profondément culturelle dans cette difficulté qu'on a à s'engager dans une voie aussi enthousiasmante soit-elle que le biométisme. Et donc on a une urgence à pouvoir se réémerveiller. Et je vais finir par cette phrase que j'aime beaucoup, c'est que le monde ne mourra jamais par manque de merveilles, mais par manque d'émerveillement. Donc je nous souhaite de nous émerveiller à nouveau pour le vivant. Merci.